Bienvenue dans Design Plus. Comme vous le savez, dans ce podcast, j'interviewe des designers sur un REX, sur une méthode ou encore sur une spécialité qu'ils pratiquent. Aujourd'hui, avec l'échange que j'ai eu avec Fanny Mialon, je vous propose de réfléchir et de vous poser la question comment vous pouvez vous renouveler dans votre métier de designer. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a la veille design que l'on peut faire sur les réseaux sociaux ou sur certains sites. Mais il existe d'autres moyens pour se renouveler. Dans cette interview pleine d'inspiration, Fanny va vous dire ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle souhaiterait faire et quelles autres solutions existent aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Fanny, comment vas-tu ? Salut Laurent, ça va, merci. Alors aujourd'hui nous allons parler avec toi comment se renouveler dans son métier de designer. On va parler de création, de process. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter Fanny s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Fanny, je viens de Toulouse et je suis product designer en freelance pour les startups. Et je travaille majoritairement sur des applications web et mobiles, des sites web et aussi sur leur identité graphique. D'accord. Alors tu viens de dire que tu étais product designer pour les startups. Est-ce que pourquoi tu t'es dirigé vers les startups ? Ça a été assez naturel en fait quand j'ai commencé à me lancer en freelance. Les problématiques que les startups rencontrent m'intéresse pas mal et c'est vrai que c'est des projets qui m'intéressent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en général. Il y a autant de produits que de branding et c'est vrai que moi je suis assez polyvalente en design et c'est vrai que les startups en général elles cherchent un peu des couteaux suisses en design. C'est vrai que ça a été assez automatique. Et aujourd'hui, je travaille, je suis aussi des fois sollicitée par d'autres types d'entreprises, mais c'est vrai que c'est majoritairement des startups aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, pourquoi voulais-tu aborder ce sujet avec moi dans Design Plus, s'il te plaît ? Déjà parce que c'est un sujet qui me touche vraiment très souvent et je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'il y a vraiment d'autres designers qui font face à ce problème entre guillemets, plutôt à cette problématique. Faut savoir que le monde du design évolue très rapidement et c'est à la fois passionnant parce que ça se renouvelle tout le temps et c'est très rythmé par les tendances et les mouvements du moment. Mais ça veut aussi dire que c'est aussi très dépendant de ce qui l'entoure. Donc, par exemple, les nouvelles technologies, l'actualité, l'évolution des mentalités, etc. Et du coup, c'est super facile de plus être à la page. Et finalement, nos connaissances, elles peuvent parfois devenir obsolètes. Et ce qu'on a appris il y a quelques mois, c'est plus forcément vrai à l'instant T. Surtout dans un domaine comme celui-là qui a un peu explosé ces dernières années, j'ai l'impression, et sur lequel on trouve énormément de contenu pour élargir nos compétences, quoi. D'accord. Tu disais que ça te touchait très souvent. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton rapport à l'évolution en tant que designer et comment ça se traduit dans ton activité alors ? Ouais. Perso, moi ce que j'aime dans le design, c'est justement qu'on n'a jamais tout exploré. Du coup, j'ai l'habitude de prendre très souvent du recul sur mon travail. Je prends pas des moments où je vais prendre du recul dédié au fait de prendre du recul, mais c'est vrai que ça vient assez naturellement. En tout cas, quand j'ai l'impression de rester dans ma zone de confort et de plus évoluer comme à mes débuts, vraiment à mes tout débuts, parce que ça fait pas non plus 15 ans que je suis designer, enfin en tout cas que je fais du design. Donc des moments où j'ai l'impression de rester dans ma zone de confort et de plus évoluer comme à mes débuts, où j'élargissais vraiment mes compétences très rapidement, où je testais beaucoup de nouvelles choses.
Et finalement, je pense que quelque part, c'est pas anodin si j'ai choisi de travailler en freelance parce qu'on passe de problématique en problématique avec des besoins et des secteurs qui sont très différents. Et ça me permet aussi de travailler sur ma capacité d'adaptation puisqu'on travaille pour des clients qui sont différents. Mais malgré tout, plus j'avance et plus j'ai tendance à me remettre en question. J'ai tendance à remarquer que mon style, par exemple, n'évolue plus. Parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance au design graphique et j'ai une grande sensibilité à ce domaine-là. Et enfin, je suis partie de là en fait. Et parfois, j'ai l'impression que je passe à côté de beaucoup de nouveautés. Tu vois, au-delà du design graphique, tout ce qui est les process liés à l'UX. L'évolution des fonctionnalités des logiciels comme Figma, comme la suite Adobe et tout. Donc voilà, c'est vrai que plus j'avance, plus je remets. Enfin, c'est pas plus j'avance, plus je remets en question, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vient assez régulièrement et donc voilà. D'accord. Et alors, d'après toi, à quoi c'est lié et comment ça se fait que tu stagnes ou ou du moins que t'en aies l'impression dans ton fonctionnement ou dans ton activité? Je pense que le fait de se remettre en question, tout ça, c'est des choses qui sont propres au métier en fait qui touche à la création déjà en fait dans un premier temps. Après, au-delà de ça, je pense que c'est souvent lié aux contraintes de temps ou encore aux contraintes techniques. Parce qu'en fait, dans le feu de l'action, la priorité, c'est souvent de livrer un projet qui fonctionne et qui répond aux besoins des utilisateurs. Et on a souvent on a très vite tendance, en tout cas, à appliquer ce qui marche, même si on cherche évidemment des nouvelles inspirations pour chaque projet et on fait de la recherche à chaque fois pour chaque projet. Mais moi, il y a eu un moment quand même où je prenais plus vraiment le temps d'apprendre d'autres pratiques et pourtant des pratiques qui auraient pu m'aider à solutionner plus rapidement les problématiques d'un projet. Après, je pense que c'est aussi lié au fait que en tout cas dans les bonnes écoles de design et de web, on nous tient au courant des nouveautés et on est sans cesse en train de se challenger pour s'améliorer. On a aussi des cours avec un programme précis, tu vois, qui nous permet d'avoir un cadre d'apprentissage, alors que quand on est plus étudiant ou étudiante, on est bombardé d'informations de tous les côtés parce que on va aller chercher souvent l'info sur Internet et ça peut être hyper difficile de prioriser et donc de continuer à apprendre efficacement. D'accord. Et donc, quand tu as compris ce qui te faisait ressentir ce manque d'évolution dans ton métier, qu'est-ce que tu t'es dit alors du coup? Quand j'ai commencé à comprendre tout ça, je me suis posée déjà et je me suis demandé comment continuer en fait à stimuler cette créativité, à faire évoluer mes compétences de manière efficace et aussi de manière régulière pour continuer à répondre en fait au mieux aux demandes et à m'améliorer sans perdre trop de temps sur les projets non plus et sans perdre trop de temps de mon côté aussi. D'accord. Et quelle solution as-tu trouvé pour pallier à ce problème et continuer finalement de stimuler ta créativité et que tu puisses grandir, évoluer dans ton métier? Il y a plusieurs solutions. Après, je pense que la plus évidente, c'est celle de la veille, en fait, le fait de faire de la veille et de se tenir au courant de ce qui se passe. Moi, j'en ai toujours plus ou moins fait en fait de la veille et finalement, je pense qu'on est beaucoup à en faire depuis longtemps et finalement, quand on commence à travailler dans le design ou en tout cas quand on commence à pratiquer le design, on fait naturellement de la veille. Parce que ça nous permet en fait, si tu veux, de rester à jour sur les différents outils, d'identifier les sujets qu'on a envie d'approfondir, de trouver de l'inspiration continuellement et tout. La différence, c'est que moi, en fait, j'étais pas du tout régulière dans ma veille, et en plus, je pense que je l'utilisais pas assez bien. D'accord. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est que faire de la veille ou qui ne savent pas vraiment ce que c'est, est-ce que tu peux définir un petit peu ce que faire de la veille, ce que c'est, s'il te plaît? Ouais. Alors la veille, pour moi, enfin, comment je la définirais comme ça, c'est le fait de prendre du temps pour s'inspirer, pour se cultiver sur différents sujets, dans le but en fait de se tenir au courant en fait tout simplement. L'idée c'est qu'on peut aller chercher de l'inspiration, pas forcément que visuelle, hein, ça peut être
on peut aller chercher de l'info au niveau méthodologie, etc. Mais faire de la veille, ça peut aussi juste être, observer ce qu'il y a autour de soi, lire des choses. Enfin bref, c'est pour moi la veille, c'est alimenter son cerveau en fait, quelque part. C'est alimenter son cerveau en fait pour pouvoir réutiliser les infos dans nos conceptions ensuite quoi. D'accord. Et alors, est-ce que tu as des techniques, comment tu t'y prends en fait? Alors, avant, je m'y prenais assez mal, hein. Enfin, en tout cas au début, c'est-à-dire que c'était un peu naïf. J'avais plein de sources que je mettais dans mes favoris et j'y allais de temps en temps quand j'avais envie de m'inspirer, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent. J'essaie de faire évoluer la chose. Déjà, je pense que choisir un minimum de sources de connaissances, c'est important. Moi, par exemple. J'en ai plein, hein, je les renouvelle assez régulièrement et je suis ouverte pour découvrir plein d'autres sources de connaissances. Mais voilà, ça peut être un podcast, ça peut être des blogs, ça peut être des sites dédiés au design. Et l'idée, c'est de les consulter régulièrement. Donc moi, ça va être plutôt le soir en général. Ça arrive aussi que je le fasse dès le matin, mais c'est vrai qu'en général, je le fais le soir. Et donc j'ai pas des créneaux, mais c'est vrai que c'est des habitudes que j'ai prises. Après, il faut bien quand même faut bien choisir ses sources pour que ça corresponde bien à nos objectifs. Mais comme je disais tout à l'heure, la veille, ça doit quand même pas concerner seulement le monde du design, mais bien le monde en général, parce que, que ce soit l'actualité ou d'autres domaines comme la science, la musique, l'environnement, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent nous inspirer. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent nous aider à faire notre travail de designer en fait. Et après, il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent nous aider. Mais par contre, il faut quand même savoir trier les comptes. Il faut aussi savoir éviter de rester trop de temps sur les réseaux parce qu'après, on sait un peu les dérives du temps qu'on peut passer sur les réseaux sociaux. On peut vraiment y perdre un temps fou. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de faire en sorte de ne suivre que ceux qui nous intéressent vraiment. Que les comptes qui nous intéressent vraiment. Donc voilà, et puis après, la veille aussi, c'est aussi prendre l'habitude d'analyser un peu ce qu'il y a autour de nous, d'observer. Je pense qu'on fait de la veille très souvent sans même s'en rendre compte. Et la différence, c'est que ce qui est intéressant, en fait, là où on fait de la... En fait, pour moi, il y a un peu... ce qui a fait la différence, c'est quand j'ai commencé à faire de la veille active, entre guillemets. C'est-à-dire que je prends des notes, en fait, sur tout ce que je vois, tout ce que j'observe, tout ce que je vais essayer d'analyser. Donc ça peut être, tu vois, un petit carnet que t'as à côté de toi. Ça peut être une page Notion si tu préfères mettre tout ça sur ton ordi. Après, ça peut être aussi sur ton téléphone avec l'application Notes. Mais vraiment, en fait, avoir quelque chose de simple à dispo rapidement, en fait, pour pouvoir prendre des petites notes. Évidemment, on va pas écrire des livres, hein, mais mais en tout cas pouvoir faire des petites listes, des choses qu'on pourra réutiliser assez facilement. D'accord. Et par exemple, toi aujourd'hui, tu utilises quoi plus quelque chose d'écrit comme un carnet ou une page Notion ou une application tierce? Tu fais quoi? Ouais, j'utilise beaucoup Notion moi aujourd'hui. Après, ça m'arrive aussi d'écrire sur un carnet, tout simplement, mais c'est vrai que j'essaye, en tout cas, sur Notion, je fais absolument tout aujourd'hui, donc du coup, ma veille, en tout cas, tout ce qui est prise de notes, c'est pratiquement tout sur Notion, quoi. D'accord. Et tu y reviens régulièrement ou tu fais des recherches relativement souvent dans tes prises de notes qui concernent l'inspiration ou la recherche ou de sources de connaissances, des choses comme ça. D'abord, tu te diriges, tu te dis, je vais faire une recherche là, ou alors tu recherches encore à nouveau sur le web. Comment que tu fonctionnes? En fait, en général, le fait de prendre des notes, ça nous permet aussi d'ingurgiter un peu l'info, si tu veux. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on la retient plus facilement, ce qui fait qu'on va on va plus vite faire le lien quand on va, en fait, là où je vais utiliser, en fait, les notes que j'ai faites. C'est par exemple sur des projets où j'ai une problématique qui peut être liée à quelque chose que j'ai vu pendant ma veille. Donc ce qui fait que en général ça fait écho à quelque chose que j'ai lu ou que j'ai regardé ou que j'ai entendu et donc du coup je vais revenir dessus
en général quand je vais faire face à une problématique liée à ce que j'ai déjà vu et donc qui est déjà noté dans mon Notion, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que quand tu as une problématique, c'est d'abord tu regardes dans ton dossier Notion inspiration, je sais pas comment il s'appelle, et puis si tu trouves pas, effectivement tu vas sur internet pour rechercher après. Ouais, c'est ça. Et en général, quand je vais sur Notion, c'est que je sais que j'ai une source intéressante. Ouais. Mais après, il y a quand même plein d'autres phases. Enfin, en tout cas, voilà, il y a plein d'autres sources disponibles après sur Internet. Ouais, tout à fait. Puis il y a d'autres façons de fonctionner, mais toi c'est ta façon toi. Ouais, c'est ça. C'est assez personnel, hein, la veille quand même. Hein. C'est quand même c'est quand même quelque chose de très personnel et ce qui va à quelqu'un n'ira pas à quelqu'un d'autre. Et c'est beaucoup une question d'habitude, je pense. Ouais, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a différentes façons. Ça peut être une newsletter de quelqu'un, ça peut être effectivement, comme tu disais, un podcast, etc. Il y a ou une page YouTube. Effectivement, ça peut être de différentes façons. Alors que pour la personne d'à côté, ça sera juste voilà lui qui aille rechercher cette information. Et finalement, à quoi ça te sert cette veille et comment tu l'utilises ensuite dans tes travaux alors? La veille va me servir surtout dans mes travaux ensuite. Donc c'est-à-dire que je vais tester ce que j'ai appris pendant ma veille. Je vais par exemple me challenger plus souvent et l'idée c'est d'utiliser sa veille pour ensuite mettre les mains dans le cambouis un peu. Donc moi par exemple je me suis rapidement rendu compte, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je faisais mal ma veille dans le sens où je lisais plein de choses, hein, vraiment j'alimentais mon cerveau, hein, mais j'appliquais rien. J'oubliais assez facilement et parce que je prenais pas de notes et j'avais finalement aussi perdu mon temps à étudier quelque chose que j'avais jamais mis en pratique, donc que je savais même pas faire en fait, même si je l'avais appris. Donc c'est là que, enfin, le fait de pratiquer ensuite, ça nous permet de voir le résultat de tout ce qu'on a ingurgité pendant notre veille ou pendant nos formations. On en reparlera après, mais on peut aussi se former. Et je trouve que ça apporte aussi beaucoup d'inspiration et aussi de bien-être quelque part, d'apprendre des nouvelles choses. On peut aussi trouver une certaine satisfaction personnelle dans le fait d'apprendre. Et ça fait vraiment, enfin moi, en tout cas, ce que je recherche là-dedans, c'est un peu l'énergie que j'avais quand j'étais dans mes premières années d'études, où on voulait tout le temps apprendre, on voulait progresser très vite, etc. Et moi, c'est quelque chose que je recherche beaucoup. Et finalement, le temps qu'on passe à faire sa veille et à pratiquer ensuite ce qu'on a vu, ou en tout cas à utiliser les infos qu'on a lues, etc. C'est jamais un temps perdu, quoi. C'est jamais du temps perdu. Ok, c'est ta veille, tu disais que tu faisais plutôt le soir. C'est chaque soir tu te octroies une plage ou c'est une fois par semaine ou comment tu Il y a plein de façons de faire. Moi, j'essaie de pas avoir, d'éviter de me mettre trop la pression non plus. Hein. J'ai pas un horaire précis. Par exemple, je vais pas me dire à 18h pile, il faut que tu fasses ta veille, t'arrêtes tout et tu fais ta veille. Moi, ce que j'essaye, c'est d'instaurer des habitudes de vie, entre guillemets. Et la veille, c'est vrai que moi, j'essaye de la faire tous les soirs. En tout cas, de prendre ce temps-là chaque soir, mais j'ai pas une plage précise. Je sais juste que après avoir fini ma journée de travail, en général, je vais aller un peu sur les réseaux, je vais aller un petit peu regarder ce qui se fait, mais j'ai pas, tu vois, c'est pas marqué dans mon calendrier faire sa veille, quoi. En fait, vraiment, j'essaye de faire en sorte que ce soit de plus en plus naturel, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être une grande organisée et à vouloir tout t'organiser, tu vois, de manière très précise et tout, mais finalement, dès que tu le fais pas, après tu te mets une pression en plus et c'est pas le but, quoi. Moi, le but c'est vraiment d'aller chercher de l'info et vraiment que ce soit encore une fois une habitude. Donc j'essaye d'instaurer ça. Alors Fanny, comment tu t'y prends pour pratiquer alors en fait? Alors pour pratiquer, il y a deux façons. Enfin en tout cas chez moi, la première façon c'est de travailler pour des clients, mais c'est vrai que c'est parfois difficile de prendre du temps pour tester des nouvelles choses.
Et la deuxième façon, c'est de se définir des objectifs personnels. Moi, je travaille beaucoup, enfin, je fais beaucoup de projets perso, des challenges par exemple. Et l'idée, en fait, c'est de se définir des objectifs. Donc, par exemple, tu veux apprendre à prototyper sur Figma, tu veux revoir une méthodologie UX, des choses qui sont assez précises quand même, parce que sinon ça peut être trop large et donc te prendre trop de temps. Mais donc voilà, définir ses objectifs. Après, l'idée, c'est de bloquer du temps chaque semaine, même si c'est 2 heures, tu vois, pour apprendre. Mais ça peut être même 2 heures dans le mois. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être le plus régulier possible. Moi, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, je suis en freelance mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelques entreprises qui commencent à proposer des créneaux dédiés à l'apprentissage perso dans leurs équipes. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. Et après, l'idée, c'est de mettre en pratique pendant ces heures-là tout ce qu'on a relevé pendant sa veille. Donc, moi, ça va beaucoup passer par le fait de faire des projets fictifs. Je trouve que c'est un tremplin énorme pour évoluer. Ça te permet aussi de créer du contenu, par exemple, et surtout, ça te permet, de créer sans contrainte. Et ça, c'est hyper, ça fait beaucoup de bien quand on est designer, des fois, juste de créer pour créer, quoi. Enfin, d'avoir pratiquement aucune contrainte à part celle qu'on s'impose nous-mêmes. Et après, mettre en pratique, ça peut aussi juste être suivre un tutoriel, par exemple tester des choses sur un logiciel par exemple, sans en attendre trop, hein, parce que il faut pas non plus faut pas non plus se mettre la pression, quoi. C'est pas grave si on n'arrive pas à aller au bout d'un tutoriel, ou si on se rend compte que en fait ça nous intéresse pas, ou si on se rend compte aussi que ça nous a rien apporté. D'accord. Tu disais que tu faisais des projets, tu crées des projets fictifs. Les projets fictifs, c'est souvent lié lorsqu'on est étudiant ou lorsqu'on vient d'arriver sur le marché du travail. Quel type de projet fictif tu crées, et est-ce que tu continues à en faire aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que moi j'avais commencé les projets fictifs déjà à l'école, parce que c'était et encore on faisait des fois des projets pour de vraies entreprises. Mais c'est vrai que j'ai démarré les projets fictifs quand je commençais à chercher du travail après mes études. Mais j'ai essayé de garder cette dynamique-là, en tout cas cette pratique-là, parce que ça, je pense que c'est pas parce qu'on est, qu'on est arrivé sur le marché et que ça y est, on a fait un petit peu entre guillemets nos preuves, hein, et encore je dis ça, mais moi je suis vraiment encore à mes débuts, hein, ça fait je sais pas, ça doit faire 5-6 ans que je fais du design, peut-être, je sais pas, faudrait que je recompte, comme quoi, mais voilà, on n'est vraiment pas sur une carrière très très longue pour l'instant, mais pourtant, voilà, même, j'ai toujours continué de faire des projets fictifs, et je continuerai, je pense, encore, pour ces raisons-là, parce que ça me permet, moi, d'évoluer dans mon travail. J'ai vraiment ce besoin-là d'avoir l'impression que je stagne pas. Après, c'est aussi lié, c'est lié aussi à mon, comment dire, j'ai besoin de créer, quoi. C'est vraiment j'ai besoin de tester de nouvelles choses, d'aller explorer de nouvelles choses. Mais je suis persuadée que n'importe quel designer devrait faire des projets fictifs, ou en tout cas qu'on devrait toutes et tous essayer d'en faire, quel que soit le nombre d'années qu'on a derrière nous dans le domaine du design, parce que je pense qu'on serait, il y en a qui seraient surpris en fait de se rendre compte de ce qu'on, en fait, je trouve que ça fait toujours du bien d'apprendre, quoi. Ça fait toujours du bien de découvrir qu'on a des compétences dans d'autres domaines qui sont toujours liés au design, hein, évidemment, mais par exemple, je sais pas si c'est pas parce que ça fait 15 ans que t'es dans le design que tu peux pas avoir envie, par exemple, de faire des illustrations, tu vois, ou d'apprendre à un nouveau process en UX, tu vois. Enfin, en fait, rien n'est figé dans le design, et donc pour moi, c'est hyper important, en fait, de se dire, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de faire des faux projets. Et en plus, ça permet aussi d'alimenter son portfolio. Et bon, le portfolio, c'est vrai que je pense que ça sert toujours, hein, quel que soit,
je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que je pense que ça sert toujours, quel que soit le nombre d'années qu'on a derrière nous, quoi. Ah oui, de toute façon, même surtout nous en tant que freelance, on nous le demande tout le temps parce que les gens ont besoin de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, où est-ce qu'on peut aller, s'il y a du design graphique à prendre en considération dans la mission, bah, les gens ont besoin de voir un peu le style graphique entre guillemets qu'on peut délivrer, est-ce que ça correspond à ce qu'ils recherchent, etc., etc. Et c'est intéressant ce que tu dis sur les projets fictifs. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, nous dire qu'est-ce que c'est qu'un projet fictif? Est-ce que ça te prend longtemps? Comment que tu définis un projet fictif, s'il te plaît? Ouais, alors moi les projets fictifs, ça va être tout simplement des idées que j'ai, je sais pas, des choses qui, bah, tu vois, quand je vais faire ma veille, je vais être inspirée par quelque chose, et donc je vais me dire, je sais pas, par exemple, je vais faire une interface. Tu vois, par exemple, il y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo et je voulais montrer. En fait, tout est très lié dans ce que je fais. C'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir envie de créer un contenu sur ce que j'ai appris. Donc, par exemple, je vais avoir quelque chose à expliquer. Je sais pas, on peut parler je sais pas, une application. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai donné dans une vidéo que j'avais faite. Je voulais parler du UX/UI et je voulais parler de la différence entre, entre l'UI et l'UX, et ce que ça faisait si on travaillait que l'UI ou que l'UX. Bref. Et en gros, pour illustrer ça, bah, j'ai créé une interface d'application de livraison de pizza, tu vois. D'accord. Et ça, c'est juste une petite interface que j'ai faite, mais c'est un projet fictif. Et ça m'a permis non seulement moi d'apprendre par exemple un nouveau style graphique, mais ça m'a aussi permis d'illustrer ce que j'avais appris pendant ma veille. Donc un projet fictif, en fait, c'est tout simplement prendre un sujet qui nous intéresse, en tout cas qui nous inspire, se donner 2 à 4 heures grand maximum pour créer quelque chose ou pour le mettre en pratique. Moi, c'est vrai que ça, en général, ça va être de la création d'interfaces, que ce soit travailler, ça peut être même par exemple juste faire des wireframes sur un sujet donné. Mais voilà, après les projets fictifs, ça peut, si jamais on n'a pas d'inspiration ou si jamais on n'a pas d'idée, il y a plein de choses qui existent, comme par exemple les challenges. Je sais que, enfin moi j'ai fait beaucoup au début, en fait j'ai fait les daily UI. Ouais, je crois que c'est Oui, ça. Ouais. le challenge daily UI, et c'est un challenge en fait qui te permet d'avoir un sujet par jour, et tu dois designer une interface par jour en fait sur un sujet donné. Donc par exemple ça va être une interface de connexion inscription ou juste de connexion, je sais plus exactement. Et l'idée c'est que t'as un jour en fait pour créer ça. Enfin en tout cas personne ne va venir surveiller, hein. En plus tu le fais quand tu veux, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est tous les jours tu vas créer une interface. Et ça peut être juste ça en fait. Et moi c'est ça en fait. Je crois que c'est ça d'ailleurs qui m'a inspiré et c'est ça qui a fait que après j'ai continué les projets fictifs, parce que ça m'avait beaucoup aidé, et j'avais vraiment j'avais testé plein de nouvelles choses, j'avais exploré plein de choses, et en plus de ça, bah, encore une fois, ça m'a permis de faire évoluer mon portfolio, et en plus à ce moment-là, je cherchais des missions en free, et donc ça m'a pas mal aidé, quoi. D'accord, ok. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant, et puis même pour les équipes dans les entreprises, ça leur permet de sortir du produit ou du service qu'ils proposent, et de partir dans d'autres délires entre guillemets, quoi, et de pouvoir s'évader et de faire autre chose, et de pratiquer aussi leur design de façon différente, et de se tester aussi, d'aller chercher aussi les idées chez les autres, les membres de leur équipe. Tout ça, ça peut être vraiment sympa, ouais, effectivement. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres habitudes que tu as mises en place
que la veille et la pratique aussi? Dans la lignée du fait de la pratique de la veille et du fait de pratiquer ensuite ce qu'on a vu en théorie en fait, au niveau, quand on a fait sa veille. Moi, ce que je fais, c'est que je partage beaucoup les choses que j'apprends. L'idée en fait, c'est de résumer ce qu'on a appris pour pointer les aspects essentiels et les mettre à disposition des autres. C'est un cercle vertueux en fait finalement. L'idée c'est qu'on partage ça autant à nos amis designers qu'aux gens à qui on est connecté sur les réseaux sociaux par exemple. Moi c'est en fait j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé faire passer des messages et des idées, et le fait de le faire dans le domaine du design, ça me permet d'être hyper rigoureuse parce que le but c'est que ça serve à d'autres. Donc je dois être assez sûre de ce que je raconte. Après, je dis toujours que, ça m'arrive souvent de dire que je n'ai pas la science infuse et que voilà, je partage ça, mais c'est vrai que ça me permet aussi d'approfondir parfois avec d'autres designers qui s'y connaissent parfois beaucoup mieux que moi sur un sujet. Et ça me permet aussi d'entamer des discussions et quelque part d'approfondir encore et de consolider mes connaissances. Et ça me paraît intéressant parce que on apprend à aller à l'essentiel et ça nous permet aussi de digérer ce qu'on vient d'apprendre et ça nous permet aussi en tant que designer de communiquer et d'apprendre à communiquer sur ce qu'on fait. Un sujet qui est quand même assez important aussi, je trouve. Oui, tout à fait. Et comment tu t'y prends du coup pour partager ou communiquer sur est-ce que il y a quel monde ou quelle communauté tu emploies alors? C'est exactement ça en fait. Moi, je me connecte avec le monde du design. C'est la première chose que je fais. Il y a pas mal de communautés Slack qui existent. Il y a aussi des Discord. Il y a aussi tout simplement mes potes designers avec qui on parle beaucoup. Et après, il y a aussi les réseaux sociaux comme Twitch et YouTube. Et après, au-delà de ça, du fait de discuter avec d'autres personnes qui sont dans le monde du design, il y a aussi partager ses connaissances sur les réseaux sous différentes formes. Ça peut être par exemple, moi je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn parce que c'est quelque chose c'est une habitude que j'ai prise encore une fois. Et c'est vrai que ça me permet, tu vois, je vais faire des carousels ou alors, par exemple sur un sujet donné, je sais que j'ai fait récemment un ou deux carousels sur le design system parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et ça me permet en fait de digérer de résumer et digérer en fait tout ce que j'ai appris sur le design system et de le mettre après à disposition des autres. Et voilà, donc on peut faire ça sous différentes formes. On peut aussi le faire sur Instagram, on peut le faire aussi. Franchement, il y a plein d'autres façons de le faire. On peut même faire du podcast, tu vois. Mais en tout cas, partager, il y a plein de façons de partager ce qu'on apprend. Et c'est vrai que garder les choses pour soi, c'est un peu dommage, surtout quand ça peut nous aider à nous élever entre guillemets en tant que designer, quoi. Non, ouais, je suis absolument d'accord. C'est la dernière chose, c'est je sais, alors moi je l'ai pas fait, mais il y a deux choses. Il y a déjà il y a des formations qui existent, donc moi j'ai pas un regard assez précis pour dire quelle formation est la meilleure. Je sais qu'il y a des petites formations courtes qui peuvent vous aider à évoluer et à acquérir de nouvelles compétences. Et après il y a aussi des systèmes de mentoring. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aident d'autres designers d'autres designers de manière assez indépendante. Donc je sais que je pense que le fait de travailler ou en tout cas d'avoir un mentor, ça peut nous aider aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais tester, mettre en place dans un avenir proche ou dans le futur? Moi, ma difficulté, ça a toujours, en tout cas dans le fait de faire sa veille, etc. Ça a toujours été la régularité. Et donc, alors pas dans mon travail en soi, mais c'est vraiment dans tout ce qui est, tu vois, qui n'est pas, tout ce qui est apprendre, tout ce qui est
pas obligatoire entre guillemets, hein, c'est un peu ça. C'est vrai que j'ai du mal à être régulière. On a tous tendance à se dire je pourrais le faire plus tard. Donc l'idée c'est que moi je fasse le point quand même plus régulièrement parce que c'est un truc que je fais pas souvent sur mes connaissances en fait. On parle pas d'un bilan de compétences, hein, clairement pas. On va pas être trop sévère non plus, mais l'objectif c'est quand même de savoir où on veut aller en regardant ce qu'on a déjà appris, en gardant une trace de notre évolution en fait. Et moi en fait j'ai souvent besoin de prendre du recul sur les choses pour comprendre que j'ai avancé. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant et ça permet d'avoir envie de continuer. Voilà, donc après, je pense que ce qui pourrait être intéressant, tu vois, ça serait de documenter tout ça. Alors on peut faire un tableau avec ce qu'on veut apprendre, ce qu'on a appris, ses différents objectifs. Voilà, moi je suis une grande organisée, j'adore Notion, donc faire des tableaux Notion c'est ma grande passion. donc voilà, on peut prendre, en fait on peut prendre l'habitude d'utiliser ces apprentissages pour en faire des mini récaps aussi. Mais voilà, après ça va un peu de pair avec le fait de faire des contenus. C'est des choses que je fais plus ou moins déjà au final. Après, faut savoir aussi analyser les objectifs atteints ou non. Mais après, tu vois, je pense qu'il faut pas devenir trop scolaire non plus, et il faut pas que ce soit, faut pas qu'on rentre dans des process trop stricts non plus, quoi. Enfin, il faut se détendre aussi. Enfin, tu vois, après on se met trop de pression et au final on fait plus rien. Donc voilà, il faut non seulement, c'est bien de se remettre en question, tu vois, comme je disais au tout début, mon truc c'est de me remettre en question un peu en tant que designer, mais il faut savoir aussi remettre en question la façon dont je vais acquérir toutes ces compétences. Donc voilà, tout ce qui est, tu vois, comme je le disais tout à l'heure déjà, mais revoir un peu les comptes qu'on suit sur Insta ou sur LinkedIn, ou tu vois, les gens auxquels on est connecté, enfin voilà, les communautés dans lesquelles on parle le plus, éviter en fait un peu trier un peu. D'accord, ok. Ça, faire le tri, c'est quelque chose que tu fais très régulièrement? C'est quelque chose que je sais qu'il faut que je fasse, mais que c'est vrai que je le fais pas assez, quoi. D'accord. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais, je pense que c'est un point qu'il faudrait une habitude qu'il faudrait que je prenne, hein, tout simplement. C'est vrai que, voilà, depuis tout à l'heure, je parle de faire sa veille, de pratiquer, de partager tout ça, et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un cercle vertueux, mais je ne suis clairement pas encore la pro de la veille, je suis pas encore la pro des projets fictifs, et je suis encore moins la pro du partage de contenu ou ce genre de choses. J'apprends tout le temps, et voilà, mais le tout, c'est de je pense que vraiment le plus grand challenge dans tout ça, c'est d'être régulier, quoi. Ah oui, je suis assez d'accord avec toi, c'est très difficile. Fanny, on arrive au terme de l'interview. Quelle conclusion peux-tu faire, s'il te plaît? Pour conclure, je pense que comme je disais au début, on peut dire que le métier de designer, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, et donc on doit être aussi, il faut pas s'imposer d'être tout le temps en train d'évoluer, de progresser, etc. Mais je pense qu'évoluer assez naturellement, je trouve ça sain, mais sans trop s'en imposer non plus. Il faut être attentif, je pense, à tout ce qui se passe autour de soi, et souvent se remettre en question, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre finalement. Après, tout ne change pas, la manière dont on réfléchit, la manière dont on conçoit. Ça, c'est des choses qui souvent ne changent pas beaucoup, ou en tout cas pas du tout au tout. Mais je crois qu'évoluer, ça fait partie de notre métier, et ça fait aussi du bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup avoir l'impression d'évoluer, tout en restant à ma place, hein, évidemment, mais évoluer, c'est toujours intéressant. Et je crois que la solution générale, c'est de prendre de nouvelles habitudes, et d'accorder un peu plus de place dans son emploi du temps à l'apprentissage de nouvelles choses. Et c'est pas parce qu'on n'est plus à l'école qu'il faut plus apprendre, et c'est pas parce qu'on n'est plus à l'école qu'il faut plus faire des projets fictifs, et vraiment rien n'est acquis. On n'est jamais the designer, vraiment, si on fait pas en sorte de se tenir au courant
de savoir un peu de quoi on parle, en fait, il y a un moment donné où on sait plus du tout de quoi on parle. Donc voilà. Après, voilà. Encore une fois, ça peut paraître un peu strict, mais c'est pas l'idée. Moi, l'idée, ce que je veux faire passer, c'est que c'est important d'évoluer, mais que, en fait, c'est juste des choses qu'il faut intégrer naturellement, sans que ce soit, tu vois, une corvée, de se tenir au courant. Et finalement, ça fait du bien d'avoir l'impression d'avoir évolué, et d'avoir grandi, en fait, en tant que designer. Ah oui, absolument. Et pour terminer, je voudrais te poser 2 questions. La première, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans, s'il te plaît? Ça, c'est une question difficile. En fait, ça évolue tellement vite que j'aurais du mal à visualiser parfaitement où en sera mon métier dans 10 ans. Je pense que la façon d'étudier l'UX UI design, elle va encore évoluer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'y perd un peu entre toutes les formations et écoles disponibles. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un boom des écoles et des formations en UX UI en ce moment. Je suis assez d'accord. Il y a oui, depuis avant la pandémie, oui, il y a eu un boom de formation et toutes les écoles, même celles qui n'étaient pas dans le design, donnent aussi ou délivrent des formations. Je suis absolument d'accord. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas forcément mal, hein. Ça veut aussi dire que ces métiers-là, ils ont de l'avenir et finalement, je suis contente qu'ils intéressent de plus en plus de monde. Parce que il y a pas si longtemps, c'était encore très difficile de faire comprendre à une boîte que travailler avec des UX UI designers, ça pouvait vraiment faire la différence sur son business. Mm. Donc voilà, donc je pense que en tout cas, mon métier en soi, moi personnellement, je sais même pas. Honnêtement, dans 10 ans, je sais pas où j'en serai. Mais en tout cas, le métier du UX designer, ou en tout cas de designer, hein, dans sa globalité, je pense que ça va vachement évoluer. Je pense qu'on va être un peu plus au courant de ce que c'est. On va arrêter de croire que les UX UI designers, ou même juste quand on parle de design, on parle de dessin. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire comprendre un peu notre métier, mais c'est aussi notre rôle en tant que designer, à mon avis, de faire comprendre ce qu'on fait, et c'est toujours intéressant, et donc voilà, donc je pense que ça va, le métier de designer va évoluer, et la façon dont l'approche qu'on en a aussi, elle va être différente. D'accord. Et enfin, donc la deuxième question, c'est quel épisode de Design Plus as-tu le plus aimé et pourquoi, s'il te plaît? Sans bon, je pense que c'est pas très objectif, mais celui qui m'a le plus plu, c'est celui où tu t'as interviewé Marie Bernard, qui a fait un retour d'expérience qui est finalement similaire au mien, pardon, parce qu'on a vécu les choses ensemble, en fait. Marie, c'est une très bonne amie, et c'est vrai que c'était intéressant d'écouter son point de vue et son regard sur les choses quelques temps après s'être lancée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé son interview. D'accord, donc c'est complètement biaisé, quoi, en fait. Totalement. Et je l'assume. Donc effectivement, j'avais interviewé Marie Bernard. Le titre, c'était Devenir designer en freelance après ses études, point d'interrogation. Et elle nous avait fait un Rex, donc un retour d'expérience. Et c'était l'épisode 9 de la saison 3 qui avait été diffusé en mai 2021. Après, mon regard est biaisé, mais pas vraiment, hein. Je pense que c'est une blague, hein. C'est-à-dire que je pense vraiment que son interview est très intéressante, surtout pour les personnes qui sortent de l'école et qui veulent en apprendre un peu plus sur la façon dont on peut se lancer en freelance en tant que designer même après les études. Donc voilà, en soi, et puis c'est vrai que ça a vraiment fait écho à ce que j'avais vécu aussi, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup à Fanny d'avoir échangé avec moi dans Design Plus. Après avoir écouté cet épisode, je suis sûr que vous allez réfléchir à ce que vous allez pouvoir mettre en place dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines pour vous renouveler. Si vous souhaitez avoir plus de précisions, des renseignements, alors je vous propose de contacter directement Fanny. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs pour que tout le monde puisse aussi profiter des conseils de Fanny.
Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa, surtout quand vous aimez le contenu. Et pensez à vous abonner car je vous réserve des épisodes inédits en juillet et en août 2022. Ce serait vraiment dommage de les rater. Alors à très bientôt sur Design Plus. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt!